Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, entrevue avec l'autrice Danielle Trottier, entrevue avec l'humoriste J.F. Denomé et l'univers de Trio Ping Pong. Bonsoir et bienvenue à la dernière émission de la saison de Lézard-Lanaudière. Ce soir, je reçois l'autrice Danielle Trottier, qui est une auteure culte au Québec. C'est sûr et certain que vous avez écouté certaines de ses séries. Au cours des 20 dernières années, elle a su nous faire vivre de multiples émotions avec des séries télévisées qui ont marqué l'écran. Si on pense, entre autres, à Toute la vie, Unité 9, La promesse. Donc, on va pouvoir s'entretenir avec elle. Bonsoir, Danielle. Bonsoir, Patricia. On va se tutoyer, si ça vous va. Oui, absolument. On a vraiment l'impression de vous connaître, puisqu'on vous a vu souvent à la télévision. Puis, comme je le disais, d'entrée de jeu, vous avez écrit des séries qui ont marqué le Québec. Si on pense, entre autres, à Unité 9, pendant combien c'était? 7 saisons. 9? OK. 7 saisons. 7 saisons. Oui, 7 saisons. Il y avait tellement de choses à dire sur l'incarcération des femmes parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On n'avait aucune idée de ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait ressembler. Puis moi, je le dis avec bon cœur, là, c'est qu'il y avait encore du matériel, mais on avait compris. Tu sais, le public avait compris de quoi il s'agissait là, pour les femmes incarcérées. Je vais reprendre aussi avec Toute la vie, entre autres, où on parle de jeunes filles mères ou enceintes. On a des personnes qui sont peut-être un peu plus stigmatisées dans la société. Donc, de première vue, c'est facile de juger ces gens-là. Oui. Mais plus que les saisons avancent ou plus qu'on peut voir les personnages évoluer, nous aussi, en tant que téléspectateurs, on évolue. Puis notre regard est beaucoup plus humain, beaucoup plus différent. Oui, mais moi, il faut que je dise que j'ai une grande affection pour les pas chanceux puis les pas chanceuses. OK? Quand j'ai un parcours de vie, que tout va bien, c'est rarement un parcours qui m'intéresse. OK? Il n'y a pas d'histoire. Tu sais, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais les pas chanceux, là, ceux qui ont fait de la prison, ceux qui sont devenus enceintes à 16 ans ou à 12 ans, OK? Parce que j'en avais de cet âge-là. Oui. Pour moi, c'était des parcours tellement particuliers. Il y avait quelque chose à apprendre. Pour moi aussi, tu sais, parce que j'écris les histoires, la première personne à qui je les raconte, c'est à moi-même. Alors, tu sais, il faut vraiment que ça m'intéresse pour que... Oui, il faut que ça me captive pour que je plonge dans... Parce que, tu sais, dans Unité 9, il y avait beaucoup de choses souffrantes. Tu sais, j'ai beaucoup parlé de la souffrance des femmes. Ouais. J'ai beaucoup écrit pour les femmes, les actrices, les interprètes féminines, mais c'est ça qui, je pense que c'est ce qui marque l'ensemble de ma carrière. C'est que j'ai toujours eu une affection particulière pour les parcours qui avaient été très difficiles. OK. Puis à part ça, est-ce qu'il y a des choses qui viennent vous accrocher ou qui vous aident au niveau de la création? Mais tu sais, il y a un principe de base dans les bonnes histoires, là, une bonne histoire où tout va bien, là, je mets au défi quelqu'un qui va me raconter ça puis qui va me tenir pendant 7 ans assis devant ma télé. Ouais. C'est comme, pour moi, il y a quelque chose d'impossible là-dedans. Puis il y a une grande leçon à tirer là-dedans, c'est que le message que ça transporte, peu importe la situation, c'est que on peut se sortir de beaucoup de choses. Tu sais, il y a quelque chose de très positif de parler de parcours très difficiles. Parce que beaucoup de gens ont des parcours difficiles. C'est pas comme le parcours de Marie Lamontagne ou de Élise, mais il reste que quand même... C'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de trouver sa place dans l'univers, de trouver qui on est aussi, puis de ne pas perdre ses valeurs de base. Tu sais, on est dans un monde multiple, on est bombardé, puis il y a une performance qu'il faut toujours arriver. C'est quand même très difficile. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est peu importe ce qui peut t'arriver, il y aura toujours un de mes personnages qui va s'en sortir puis qui va aider les autres. Tu sais, c'était ça le langage de fond de toutes mes séries, en fait.
Il y a eu des images hyper fortes aussi. Ça aussi, on s'en est parlé, entre autres, à Unité 9. Oui. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont écouté et qui se souviennent de cette image-là. Moi, une qui était venue me chercher, là, puis encore à ce jour, j'en parle, puis les larmes me montent, c'est Ève Landry, Jeanne, qui... j'imagine que ça représente le pardon ou qui tend la main à la petite enfant en elle. Là. C'est quand elle prend la petite, qu'elle la protège puis qu'elle sort de cette espèce de pièce cloîtrée dans laquelle elle est. Oui, le garde-robe. Oui, le garde-robe. Le garde-robe. Qui représente, dans le fond, là, toute l'enfance qu'elle a eue traumatique avec sa mère. Là. Bref, cette image-là, moi, ça m'avait marqué, mais vous en avez plusieurs des images quand vous écrivez. J'aime beaucoup ça que tu soulignes, cette image-là, parce que pour arriver à faire ressentir une émotion extrêmement puissante. Tu sais, cette émotion-là, tu la gardes en toi, puis probablement que tu vas t'en rappeler longtemps encore. Certainement. Okay? Ça m'a juste pris 5-6 ans à arriver là. Alors, je te parle de Jeanne, t'en as peur au début. Tu sais, quand Marie rentre à Unité 9, là, elle terrifie tout le monde. Et là, on la suit. Elle raconte son père, elle raconte son frère. Et là, on connaît Jeanne. Et là, on sait qu'elle a été maltraitée par sa mère. Puis on sait tout ça. Donc, vois-tu, le travail d'auteur, c'est de partir d'un personnage qu'on ne connaît pas, de vous donner les morceaux du casse-tête, de vous amener pour finir à une scène d'une valeur comme celle-là. Et c'est ça qui est difficile à apporter. C'est ça qu'il faut qu'on donne une profondeur telle à notre personnage, que quand je te l'amène là, puis que je t'amène là, dans le garde-robe, avec la petite, puis elle va aller se chercher elle-même pour se sortir de là, là, j'ai réussi à créer quelque chose. Là, je me dis, que ça valait la peine. 5 ans, c'était pas assez. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est parce que ça me permettait de faire vivre à toi puis aux autres quelque chose d'extrêmement puissant. Oui, absolument. Mais vous avez mis 5 ans, par exemple, pour arriver là. Tu vois, c'est ça, la puissance. Puis, et ça, c'est un très bel exemple de l'écriture sur le long terme des 7 ans. Oui. Puis il y a de quoi de vraiment génial aussi avec l'écriture télé. Je vous demandais, est-ce qu'il n'y a pas un autre médium qui pourrait vous intéresser, les livres ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, c'est vrai que la télé, ça permet de tous le vivre en même temps. On vit tous la même chose en même temps quand on regarde une émission. Puis vous me disiez aussi, vous vous sentez privilégié parce que les gens vous ouvrent leur salon carrément et vous donnent 1 heure de leur temps. Bien, moi, là, j'ai l'impression j'ai fait la blague cet hiver. J'ai l'impression d'être autour d'un feu de camp avec 1 million de personnes. OK? Puis moi, je suis en train de raconter l'histoire. Mais je raconte des histoires avec l'aide de comédiens qui sont, ils sont exceptionnels, là. Tu sais, j'en nommerai pas parce que je veux pas faire de jaloux, mais j'ai travaillé avec des comédiens qui étaient exceptionnels, mais on est en train de se raconter une histoire. On est là ensemble pendant 1 heure, devant des destins très particuliers, et on ressent des émotions à différents degrés, mais ensemble. Puis ça, je trouve que le rendez-vous de télé, moi, je l'apprécie énormément. Je suis toujours devant ma télé à même heure que les téléspectateurs. Je suis là en même temps qu'eux autres. Et ça, pour moi, c'est... Tu sais, cette histoire-là, je vais la raconter 1 fois dans ma vie. Cet épisode-là, ce moment-là que tu as nommé, je le vis 1 fois, puis c'est quand il est là, en train d'être vu par tout le monde en même temps. Et ça, c'est hyper gratifiant. C'est quelque chose de très, très émouvant. Oui, OK. C'est parce que moi, je suis un auteur de... Tu sais, dans le fond, je mets en scène des émotions. Oui. Moi, je raconte des émotions. Tu sais, c'est ça, dans le fond, que je suis en train de faire. Dans l'écriture de séries télé comme lesquelles j'écris, il y a une grande, grande solitude. Je suis vraiment toute seule avec mes personnages. Après ça, une fois que mon texte il est fait, il est lu. Mais moi, je suis celle de l'équipe qui fait face au vide. Il n'y a rien en avant, il n'y a rien sur la feuille. OK? Il faut que je mette quelque chose sur la feuille. Puis avez-vous une idée des acteurs, des comédiens, comédiennes que vous voulez pour la série ou ça, c'est plutôt en équipe que vous le décidez? Ça arrive, mais maintenant, on travaille, tu sais, pour ne pas la nommer, Lucie Robitaille, là, ça fait 25 ans que je travaille avec elle. Puis Lucie, elle lit tous mes textes, puis elle fait des propositions. Okay. Alors, toute l'équipe, après ça, le réalisateur, le producteur, on va dire, OK, oui, ça, c'est un bon choix, la proposition est bonne, puis ça, c'est excellent, on y va avec ce groupe-là. Mais, tu sais,
Moi, un autre privilège que j'ai, je travaille avec des très grands interprètes. Tu sais, quand tu as des interprètes qui sont de très haut niveau, quand tu as 1 ou 2 saisons de fête, là, tu connais le talent de telle personne. Ça me donne une telle liberté d'écriture. Je peux aller n'importe où avec ce personnage-là. La comédienne, l'interprète va me suivre et il va probablement aller 2 crans plus loin dans son interprétation. C'est important de travailler avec des gens qui endossent. Tu sais, quand tu as un personnage bien méchant, là, tu sais, on va prendre l'exemple du frère de Christophe Lallier, Patrick, là. Oui. Il faut que Jean-Nicolas Véraud endosse. Micheline Langto, la mère Édith de Christophe, il faut qu'elle endosse que, comme elle dit, elle, c'est une pas fine. Oui, c'est ça. Okay? C'est une pas fine, mais vraiment pas fine. Et quand tu travailles avec ces gens-là, bien là, tu te dis, hey, c'est extraordinaire parce que tu peux aller loin. Oui, absolument. Daniel, il nous reste très peu de temps, mais je voulais quand même qu'on parle rapidement de la prochaine série. À quoi on peut s'attendre? Bien, le spectateur est habitué de me voir travailler des sujets sociaux, hein? Les femmes en prison, les jeunes femmes enceintes, la violence intrafamiliale, intraconjugale. Là, je quitte le réel un peu. Je m'en vais dans la fiction. Là, je m'en vais vous raconter une histoire qu'il ne se peut pas. Ah, mon Dieu, ça va être intéressant. Bien, je croise les doigts, puis j'espère que les téléspectateurs vont me suivre. Ah, bien, je suis sûre. Daniel Trottier, ça a été un immense privilège et un grand merci d'avoir été avec nous à Lézard-la-Naudière. Vous êtes une femme tellement inspirante, puis c'est vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir eu sur le plateau. Au nom de tous les gens qui écoutent la télé québécoise, merci. Ah, c'est un plaisir. Merci, Patricia. Je me trouve présentement au Cégep de Terrebonne pour rencontrer le trio Ping Pong puisqu'ils ont gagné le prix du coup de cœur à la finale nationale de Cégep en spectacle. Le groupe Ping Pong a débuté au début du Cégep quand on s'est inscrit justement à Cégep en spectacle. On voulait continuer notre aventure dans le cirque qui avait débuté au secondaire. Fait que c'est ça, on a créé un numéro puis on s'est appelé Ping Pong. Qui vous a initié au cirque? Comment c'est venu dans votre vie? En fait, pour moi, justement, c'est venu à l'école secondaire. Dans le programme où on était de sport, on faisait toujours 1-2 mois de cirque avant les vacances de Noël. Puis, c'est ça, justement, on a commencé à faire de la jonglerie. Puis là, on voyait que on était bon puis on avait du plaisir à faire ça. Moi, c'est pas le même parcours. J'ai commencé plus tôt. J'ai commencé très jeune, vers l'âge de 5 ans, à faire du cirque avec Circana. C'est une école de cirque à la Sodome. Et en gros, toutes les semaines, j'avais des cours de cirque. J'y allais et... Au fil du temps, j'ai fait de la jonglerie, de l'acrobatie, mais ce que j'ai préféré, c'est la jonglerie. Donc, je suis resté avec ça et j'ai continué au secondaire avec les jumeaux. Moi, c'est tout comme mon frère au secondaire que j'ai commencé la jonglerie avec nos 2 mois de cirque à chaque année. Puis, avec nos petits spectacles qu'on faisait ensemble, on avait beaucoup de plaisir. Puis, c'est là que notre trio a commencé aussi. Combien d'heures par semaine vous pratiquez pour parvenir à atteindre le niveau que vous avez présentement? On a pratiqué environ de 5 à 7 heures pendant, je dirais, environ 3 mois. Vous devez, à un certain point, communiquer entre vous pour avoir du timing. Vous vous basez sur quoi? Bien, il y a un certain langage en jonglerie qu'on respecte. Il y a plusieurs trucs qu'on se donne. C'est beaucoup de confiance aussi qu'on se donne. Mais tout est planifié d'avance. C'est plusieurs termes qu'on utilise pour justement qu'on soit ensemble et qu'on jongle ensemble sans échapper le moins possible, en tout cas. Exemple, lorsqu'on fait du passing, donc un échange de quilles à 2 personnes, on utilise parfois le terme rapide, lent, moyen. C'est le nombre de lancers de la main droite, en gros. Donc, on calcule nos lancers de main droite pour après, justement, faire nos échanges et savoir quand on lance, justement. Souvent, c'est justement avec la musique qu'on va commencer un mouvement. Sinon, on se fait des signes, mettons, lever une quille ou des petits signes subtils juste pour se dire, pour qu'on soit timé, dans le fond, avec nos gestes. J'ai vu tantôt qu'il y avait quand même un aspect théâtral. Surtout toi, tu as mis un peu d'acting dans tout ça. Est-ce que vous avez suivi des cours de théâtre aussi? Est-ce que ça vous servirait d'avoir des cours de théâtre pour pouvoir poursuivre en cirque? Non, en fait, le niveau théâtral de notre numéro qu'on a fait à Cégep en spectacle, il est venu avec l'aide des mentors. Des mentors, en fait, on avait le droit à des mentors pour Cégep en spectacle qui nous ont aidés pour notre numéro. Puis c'était 2 anciens jongleurs, justement, qui avaient fait Cégep en spectacle. Puis eux, ils ont vraiment, justement, l'effet théâtral dans leur numéro qui nous ont apporté
ce qu'on n'avait pas, nous, dans nos numéros secondaires. Vous avez gagné le prix Coup de cœur du public. Est-ce que vous vous attendiez à gagner ce prix? Honnêtement, non. Je pensais pas qu'on allait avoir ce prix. On a été quand même surpris de savoir qu'on l'a eu, justement. Donc, ouais, on est vraiment content de l'avoir et ça a été une grande surprise pour nous trois. On va refaire Super Spectacle l'année prochaine, en espérant gagner, si possible, un des 3 premiers prix. Puis après ça, ça va vraiment être les occasions qu'on va avoir, les opportunités que les gens vont nous donner de faire peut-être des contrats ou des choses comme ça. Bonjour tout le monde, on est au pub ludique Le Randolph à Repentigny, donc je suis avec mon ami David. Bonjour David. Salut Mélanie. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Dixit? Ouais, Dixit, un jeu qui va demander de l'imagination et aussi savoir si les gens sont dans votre tête ou pas. OK. Jeu qui se joue de 4 à 6 joueurs. Comme là, Là, on peut pas vraiment jouer. jouer. OK? Non, parfait. Si vous avez déjà joué au jeu du dictionnaire à la maison, ça se ressemble, vous allez voir. Là. Donc, vous commencez la partie avec 6 cartes dans les mains. Et de ces 6 cartes-là, c'est tous des images un peu... Artistique quand même, des illustrations. Des illustrations, des fois bizarres, des fois pas bizarres. Donc, voilà. Et l'idée, un peu comme le jeu du dictionnaire, à chacun des tours, il y aura un compteur. Donc, une personne, on va à tour de rôle y passer. Je vais prendre une carte dans mes mains et sans dire et la décrire, je dois vous raconter quelque chose sur cette carte-là. Ça pourrait être les paroles d'une chanson, ça pourrait être, si vous voulez, une histoire inventée, ça pourrait être une suite de mots bizarres, des onomatopées. Mais la seule affaire, c'est que t'as pas le droit de dire genre un arbre avec des roches avec une fleur. OK. On s'entend, là? Faut que ça soit imaginatif. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, tu donnes une description, OK, d'accord, de cette carte-là. Par la suite, les autres joueurs vont regarder leurs mains et vont choisir une des cartes qui, selon eux, ressemble à cette description-là ou à cette histoire-là que tu as contée. OK. Ils vont prendre la carte, ils vont la mettre au centre et ils vont donner toutes leurs cartes au compteur. La personne, après ça, va prendre les cartes, d'accord, ainsi que la carte qui, lui, l'a inspirée. Oui. La mélange dans les autres cartes, mélange. Et là, il va les révéler, il va les mettre un après l'autre sur la table, d'accord? Et là, bien sûr, si vous êtes 4 joueurs, il y aura 4 cartes. Et là, dépendamment de ce que le compteur a affirmé, donc c'est là que les joueurs devront décider quelle est la bonne version. Et là, un vous peu avez comme des... le dictionnaire, dans le fond. Et là, vous avez des jetons, d'accord? 1 à 6. C'est parce que les cartes, on les numérote 1 à 6. Fait que 1, 2, 3, 4. Fait que là, comme mettons, on jouerait à 4, on peut pas aller... OK. 5 puis 6, on utilisera. Bon, parfait. Alors là, mettons, moi, je fais comme, OK, moi, je sais pas c'est quoi. Comme ça, là, supposons. Ouais, exact. Et là, on vote. On choisit le chiffre dans notre main, puis on le cache. OK. Quand tout le monde le fait, on révèle. D'accord. Est-ce Et que là- le compteur vote à ce moment-là? Non, le compteur hein? ne vote pas. Non, Fait que parce là, moi, que je vais lui, déposer. Moi, je pense que c'est celle-là. Mélanie, tu vas mettre ta carte sur une de ceux-là. Mm-hmm. Et après ça, on va faire les points. S'il y a des gens qui ont trouvé la carte du compteur, pour chaque personne qui a trouvé la carte du compteur, les joueurs et le compteur vont faire 2 points. OK. OK? Si personne ne trouve la carte du compteur, le compteur ne fait pas de points. Parfait. D'accord? Est-ce que tu peux attraper des gens avec ta carte? Quand on jouait au dictionnaire, c'était le cas. Si tu attrapais des gens avec ta version, tu pouvais faire des points. Exactement. Fait que s'il y a du monde qui vote pour toi, tu fais 3 points. Plus 1 point supplémentaire par personne qui a voté pour toi. Fait que si maintenant quelqu'un a voté pour moi, je fais 3 points. S'il y a 4 personnes qui ont voté pour moi, mais je vais faire 3 plus 3. 3. OK. Parfait. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les points? Dans le fond, regardez, la boîte, c'est le plateau de jeu. Ah, c'est super, Fait ça. qu'on a des petits lapins pour rester dans le weird. Vraiment cute. Ben non, On commence sur le 0 et on avance. De... On avance. Fait que là, mettons, j'ai fait 4 points. J'avance de 4. D'accord? OK. Puis c'est le premier qui va arriver à 30.
Ah, c'est tout Et simple. on doit toujours avoir 6 cartes dans nos mains. OK. Fait que là, exemple, on a tous discarté une carte. Fait que là, il te reste combien de cartes dans tes mains? Moi, il m'en reste 4. J'en Donc, pigerais tu 2. repêches J'en pige 2. Puis ça. là, ben, ça serait rendu à toi à être compteur. OK. Tout simple. Ah, c'est simple. Et puis, ça doit être vraiment intéressant Ouais. au niveau de l'imaginaire. Ouais, c'est vraiment le fun. À un moment donné, tu comprends comment l'autre réfléchit. Puis là, tu fais ah, ouais, c'est C'est bon. Eh bien, belle découverte. Ben, Merci, David. bienvenue. Ce soir, nous sommes au foutoir dans le Vieux-Terrebonne pour la dernière du premier one-man show de JF Dénommé. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Avant que je commence, je suis un petit peu curieux. Est-ce qu'il y en a ici qui m'ont jamais vu en show par applaudissement? Honnêtement, là, moi, vous autres, vous avez du courage. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu sais, parce que tu es un humoriste de la relève, comme pour la plupart des gens, ils t'ont pas vu à la télévision beaucoup. Mais je sais pas exactement c'est quoi la relève. La relève, Ouais, ça veut dire définissons pas, la relève. ça veut dire pas connu, mettons, parce que si c'est ça, oui. Je te dirais, Je suis zéro c'est connu. pas ça qu'on voit dans le journal, Ouais. première tête Ok. d'affiche. Ben, dans je ce te cas-ci, ouais, je suis la relève. J'ai jamais atteint les Voilà. médias de masse, disons. Voilà, OK. Fait que oui, dans la relève, je me considère un humoriste underground plus que dans la relève. Là, je fais de l'humour noir, de l'humour trash. J'aime ça jouer dans des zones difficiles, jongler avec des idées, faire des petites gymnastiques humoristiques d'idées que t'es comme « Oh, on s'en va là », puis plus ça va, plus le public me fait confiance là-dedans, puis plus je peux les amener dans des zones, puis à un moment donné, on comprend que je niaise. Puis une fois que ça, c'est établi avec le public, je sens que je peux vraiment aller dans plusieurs idées, puis c'est vraiment ça qui me fait vibrer en humour. Hein. Puis, pour les gens qui ne sauraient pas la différence entre l'humour noir et l'humour trash, la ligne est mince pour certains. Ça ressemble à quoi pour JF Dénommé? Pour JF Dénommé, très important la nuance, parce que je pense pas détenir la vérité là-dessus, mais je trouve que la plus grosse différence, c'est que dans l'humour noir, c'est plus une exagération de la cruauté humaine. C'est prendre de quoi, puis pointer ça du doigt, puis mettre l'emphase là-dessus. Genre sur, mettons, on va dire, la violence conjugale, sur des crimes. Le trash, c'est plus qu'est-ce qui touche en tout, qu'est-ce qui est dans la vulgarité, les jokes de cul, les jokes un peu plus Grivoises, grivoises, ouais. violentes. Ça serait ça la principale différence, en mon sens. Quand on est sur la pente ascendante, on gagne notre vie. Ça ressemble à quoi le quotidien de JF Dénommé? C'est nice. C'est vraiment cool. Ouais, je fais que c'est pas mal moi mon propre patron. Je suis assez exigeant avec moi-même parce que j'anime une soirée d'humour à l'Abreuvoir tous les mardis, que j'écris un 12 minutes de matériel, 12-15 par semaine. Fait que C'est comme faire ton gym un peu, ça te garde en forme. ouais, mais c'est les soirées à l'Abreuvoir, qui est une soirée d'humour noir aussi, c'est vraiment un voyage dans ma tête. C'est là que la création voit le jour en premier. Après ça, tout part de là, tout va se peaufiner dans le circuit ensuite, puis ça finit dans mon spectacle quand c'est rendu assez bon. Là. Ouais. Fait que mon quotidien, c'est essentiellement de l'écriture dans le jour et des spectacles le soir. Un peu de business on the side là-dedans, parce qu'il faut quand même... Business on the side. Ouais, Faut ben, pas trop poser de questions. Non, mais non, je suis pas un vendeur de substances. Je serais super bon, par exemple, mais non. C'est convaincant. Mais non, mais de business, de show business, là, parce que c'est pas mal moi mon propre gérant. Là. Je me suis construit un entourage, mais c'est pas mal moi le capitaine dans tout ça. Là. Puis, en 2024, là, tu termines ton premier spectacle officiel, donc ce qu'on appelait anciennement le one-man show, le premier poster. Là, on le sacrifie, celui-là, pour revenir avec le deuxième, qui est déjà prêt. Ouais, il est presque prêt. La fin se peaufine doucement. Il devrait sortir au mois d'août prochain. Il va s'appeler Dionysos 2. C'est un titre un peu plus obscur, un peu plus bizarre. Mais parce que tout le long, c'est Dionysos, il faut le rappeler, c'est le dieu des excès, le dieu de l'abus, puis tout ça. Puis j'aime ça avoir une petite trame de fond dans mes spectacles. Puis je trouvais que le prochain, la trame de fond était plus sur les excès. Je parle du fait que je suis en paix avec certaines addictions. Fait que je parle beaucoup de drogue, d'alcool, de bouffe, de sexe. Fait que c'est un petit voyage... je dirais même pas dans mes démons, je dirais dans mes compagnons, là, mes compagnons festifs. D'accord, disons. OK. Je suis conscient que j'ai l'air d'avoir un problème de drogue dure, hein? Puis le pire, c'est que je consomme même pas de drogue dure tant que ça.
J'ai vu une madame l'autre fois, elle était allumée, là, elle m'approche, puis elle était comme... Ça va, madame? Elle était comme... Ça fait 54 heures, j'ai pas dormi. J'étais comme, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, là. Je vais à l'hôpital, esti, ils vont t'engager. Tu disais tantôt que la salle du foutoir dans le Vieux-Terrebonne, c'est ton endroit favori pour pratiquer ton métier. Ouais. C'est une salle qui a été dessinée pour faire de l'humour, puis ça paraît, tout est centré là-dessus. Qu'est-ce qui est particulier dans une salle comme ça que tu ne retrouverais pas dans une salle, exemple, comme à Montréal, qui serait peut-être un sous-sol de bar ou un truc qui est moins adapté à l'art? Ben, même dans les bonnes salles, moi, je trouve qu'ici, qu'est-ce qui est particulièrement le fun, c'est les petites lumières sur les tables, que même quand tu veux commander à boire pendant le spectacle, ça se fait dans le silence. Fait qu'il y a vraiment une bulle d'écoute qui se fait autour de l'humoriste. Puis, tu sais, je trouve que le stand-up, c'est davantage un art de la communication qu'un art de la performance. Fait que cette écoute-là est super bien encadrée ici. Puis ça, je trouve que pour du stand-up, c'est la perfection. Mm-hmm. Pour les gens qui aimeraient en savoir plus, JF Dénommé, on voudrait avoir... ils ont aimé l'expérience présentement. C'est comme, il est trop tard pour ce spectacle-là. Le nouveau spectacle, tu nous as dit, ça sort... Il va être au mois d'août à l'Abreuvoir, à Montréal, tous les mardis. Parfait. Donc, Donc, ça, c'est la première fois que je l'annonce, je pense. Je l'avais déjà dit à des amis, puis j'étais comme, on verra si je suis prêt ou pas. Mais là, c'est rendu officiel. Là. Primeur à toute votre... TVRM. Oui, exactement. Mon spectacle actuel, il va être sur YouTube en juin. Fait que la captation qui a été réalisée par Chuck Thompson, elle va être diffusée là. Sinon, Instagram, YouTube, JF Dénommé. Moi, je pense que les gens, ils sont capables d'utiliser un moteur de recherche pour me trouver. JF Dénommé, t'écris ça. Tu vas voir mes réseaux quelque part. Là. Instagram, Facebook, YouTube. C'est principalement là que j'envoie mes trucs. Puis, fait que suivez ça, là. Suivez-moi, là. suivez ça. Ouais, suivez ça. Ça vous tente, là. Sinon, vous n'êtes pas obligés, là. Il y a du monde, ils sont inquiets. Il y a du monde, ils m'ont dit, fais attention, JF, avec des blagues comme ça, tu pourrais gâcher ta carrière. Puis j'étais comme, quelle carrière? Sais-tu c'est quoi qui peut gâcher ma carrière? Arrêtez de faire ce que j'ai envie de faire dans ma carrière. Ça va la gâcher. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui et notre saison. Nous avons été très heureux de vous partager le travail de tous ces artistes cette année. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. De la part de toute l'équipe et moi, bon été et profitez bien de toutes les activités culturelles offertes dans la belle région de la Naudière.